Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Luc Corriveau, puis nous sommes en ce moment avec Fernand Morissette. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Pour vous présenter rapidement, vous êtes diplômé en génie civil, en droit, en philosophie des sciences sociales et de l'économie. Depuis Oui, quatre... j'ai aussi une mineure en économie de l'Université McGill, mais bon, c'est pas grave ça. Je rajoute ça alors. Depuis 4 ou 5 ans à peu près, vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux où est-ce que vous vulgarisez puis vous donnez votre opinion sur plusieurs sujets que vous trouvez importants. Donc, ça peut être la politique, le droit, la démocratie ou des sujets économiques parfois. D'ailleurs, c'est souvent le terme info-influenceur pour définir ce que vous faites. C'est un peu pour vous différencier des journalistes, par exemple. Est-ce que vous pensez que les info-influenceurs, c'est un peu les chroniqueurs des réseaux sociaux? Un peu, ouais, je pense que ça joue un rôle social similaire. À la différence que je dirais peut-être des chroniqueurs indépendants, contrairement aux chroniqueurs, par exemple, à la radio, à la télé, dans les journaux, qui, eux, travaillent à l'intérieur d'une institution, qui sont redevables à cette institution-là s'ils dérapent trop. On s'entend que les chroniqueurs ont quand même une beaucoup plus grande liberté de parole que les journalistes, disons, pour leur opinion, etc. Mais ça reste c'est balisé. Tandis que je dirais les info-influenceurs, dépendant de l'info-influenceur aussi, mais on pourrait les voir comme étant en effet des gens qui occupent un rôle similaire à celui d'un quelque part entre un chroniqueur ou peut-être un analyste, dépendant du rôle que se donne l'info-influenceur lui-même. Il y en a de tous les genres. Je pense qu'il y en a qui jouent un rôle très similaire au journalisme et il y en a il y en a qui jouent un rôle très, très différent. Parce que vous avez dit plusieurs fois dans des entrevues que vous qualifiez pas journaliste. Je suis pas journaliste, non. C'est ça. J'aimerais un jour pouvoir le dire définitivement en pointant à une autorité quelconque, mais présentement, le terme journaliste, c'est pas une appellation contrôlée. Alors, n'importe qui peut se dire journaliste, mais moi, je considère que ce que je fais, selon mon lexique à moi, c'est pas du journalisme. Pour le cégep, on a fait un vox pop, puis le sujet était où et comment vous informez-vous à travers le monde de mon cégep. Ce qu'on a entendu, c'est un peu de tout. Il y a des personnes qui s'informaient rarement, puis ils savaient même pas c'est où est-ce qu'ils s'informaient. D'autres qui s'informaient quasiment tout le temps, soit en ligne, soit à la télévision, soit dans les journaux. Quelle place devraient prendre les nouvelles, selon vous, dans la vie des gens? C'est une question très large. Quelle place devraient prendre les nouvelles dans la vie des gens? Ça dépend des nouvelles, ça dépend des gens. Dans un monde idéal, je pense que tout le monde donnerait à l'information pertinente à son rôle de citoyen une place nécessaire pour bien accomplir ce rôle de citoyen-là. Mais il n'y a pas deux façons, il y a pas deux personnes identiques par rapport à leur exécution de ça. Alors, je pense que la seule réponse à une question du genre, c'est ça devrait prendre la place que chaque personne juge adéquate pour bien remplir ses obligations sociales. OK. Mais, donc, si je la reprécise, euh, pour vous, c'est comment est-ce qu'une personne est assez apte à comprendre puis à remplir ses obligations sociales? Donc, parce que je comprends que ça peut dépendre si quelqu'un s'informe pas si souvent, mais comprend bien tout, puis arrive à faire tout ce qu'il doit faire dans la société, il n'a pas besoin de s'informer plus que ça ou partout. Mais vous, c'est quoi, c'est justement cette étape-là où est-ce que vous direz, ah, cette personne-là est bien informée? Je laisse cette décision-là entre la personne et sa conscience sociale, sa conscience citoyenne. Je pense pas que je suis dans une position pour dicter à quelqu'un d'autre comment remplir ses obligations sociales, ses obligations citoyennes. Depuis plusieurs années, les médias essaient de plus en plus de se tourner vers les réseaux sociaux à leur niveau. Je donne comme exemple, par exemple, Radio-Canada, qu'on voit souvent Julia Pagé, qui est journaliste à Radio-Canada, faire des capsules qui sont adaptées pour, on va dire, le format des réseaux sociaux. Mhm. Pourtant, J'ai c'est fait pas le vidéo verticale, ce que je trouve un peu dommage comme appellation, mais oui. effectivement. Mais c'est pas encore rendu comme en France, par exemple, avec Hugo Décrypte, où est-ce qu'il y a comme des médias qui sont installés, qui sont uniquement sur les réseaux sociaux. Est-ce que par contre, c'est quelque chose que vous aimeriez voir, cette variété-là sur les réseaux sociaux, d'avoir un média implanté pour les réseaux sociaux? Absolument, j'aimerais ça. Je pense que ce serait une super bonne idée. Je veux dire, encore une fois, par média, je pense que ce que vous voulez dire, c'est une institution médiatique journalistique.
Oui, j'aimerais absolument que ça existe, une institution médiatique, journalistique qui existe pour les médias sociaux en premier. Je pense que ce serait excellent au Québec. Pensez-vous que Radio-Canada pourrait un jour décider de se faire une branche complète pour les réseaux sociaux? En toute franchise, je suis surpris qu'il ne l'ait pas déjà fait. Je suis surpris qu'il soit si tard à adopter cette nouvelle façon de faire. Tu sais, à la base, Radio-Canada, comme le mot l'indique, a été formé pour être un réseau national de stations de radio. Et ça faisait quelques années que le principe d'une radio de communication de masse existait et déjà on formait Radio-Canada. Radio-Canada a été probablement la première institution canadienne à adopter la télévision comme médium, comme façon de communiquer avec les gens. Et qu'on soit rendu, je veux dire, ça fait quoi, 20 ans que Facebook existe maintenant? Plus. Et que Radio-Canada n'ait pas encore une division médias sociaux de la même façon que Radio-Canada a une division télé puis une division radio, je trouve surprenant. C'est ce que je me suis dit. Je me suis posé la question des fois si c'était par rapport à l'interdiction des médias canadiens sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram. Euh, Spécifiquement juste sur Meta, les médias canadiens ne oui, sont c'est pas ça. bloqués sur TikTok, ne sont pas bloqués sur Blue Sky, sur X, sur Reddit. Alors, bémol là-dessus, là, Non, effectivement, ouais. mais même là, je veux dire, il était déjà tard avant le projet de loi qui a mené au blocage de Meta. Et tu sais, je crois que beaucoup de l'intention, beaucoup de la volonté derrière l'adoption de la loi en question venait probablement des institutions médiatiques, dont Radio-Canada. Je spécule, là, je peux pas l'affirmer, mais ça me semble être le cas. Euh, et aussi, je trouve ça un peu dommage. Je comprends, effectivement. C'est quelque chose que je me suis posé la question de pourquoi au départ ça avait été un blocage de dire on interdit justement les médias. Parce qu'en fait, c'était pas les médias qui l'ont interdit, c'est dû à la loi Hmm. que Meta a bloqué les institutions journalistiques ou les médias d'information sur les réseaux sociaux. Mais ça, je me demandais, c'est comme si c'était une affaire qui prend pardon, qui prend de plus en plus d'ampleur en France et ailleurs dans le monde aussi. Euh, Est-ce que vous verriez, par exemple, une chaîne sur YouTube prendre une place, un nouveau format? J'ai compris que la réponse donc serait oui, que ce serait quelque chose d'intéressant. Oui, et là-dessus, je veux dire, il faut dire, Radio-Canada fait des efforts, là. Il y a RAD, Oui. par exemple, il y a MAJ, il y a Moril, d'autres initiatives du genre qui sont conçues pour le web, qui sont peut-être en grande partie conçues aussi pour les médias sociaux. Je veux dire, RAD opère à toute fin pratique, je pense, d'abord sur les médias sociaux, un peu sur le web aussi. Mais ça reste des choses qui sont vues comme étant expérimentales, comme étant encore un peu secondaires. Et Radio-Canada est sur le tard présentement. OK. Ben, c'est vrai que dans l'ensemble, il y a des capsules qui sont faites dessus, il y a souvent des reportages, mais c'est pas une pièce d'information principale. C'est pas comme ouvrir le téléjournal, c'est pas comme aller ouvrir un article. Tu n'auras pas cette information-là. C'est un peu complémentaire pour les jeunes ou pour le format des réseaux sociaux. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas encore la même chose. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche Radio-Canada de créer une application similaire, carrément copier Instagram et juste faire déferler des petites capsules d'information. Si c'est comme ça qu'il y a une partie importante du public qui préfère recevoir de l'information, ben pourquoi leur dire à eux que c'est le public qui a tort quand c'est loisible à Radio-Canada ou à d'autres institutions médiatiques de le faire eux-mêmes? Pour revenir un peu à votre métier, ou plutôt je sais plus si vous vous qualifiez Métier. Oh, ouais, métier, ça. mais ça rentre dans votre métier. Ouais. Euh, il y a une difficulté quand on parle d'information, c'est que l'actualité n'arrête jamais. Vous avez déjà dit que comme si vous êtes fatigué ou si vous pensez pas que ce que vous allez dire sera unique ou pertinent, vous n'allez pas faire seulement une capsule dessus. Mais ce qui arrive quand il y a comme deux sujets qui apparaissent, par exemple Donald Trump qui dit quelque chose, puis quelque chose qui se passe avec le gouvernement du Québec,
en même temps. Est-ce qu'il y a comme un choix que vous devez faire des fois pour choisir lequel des deux vous pensez le plus important à communiquer aux gens? Oui, tout le temps, tout le temps. J'ai une quantité d'énergie, j'ai du temps limité à tous les jours. Alors, je suis toujours en train de faire des choix, mais je pense que tout le monde fait ça, c'est un peu normal. Je veux dire, même n'importe quel lecteur des nouvelles, c'est rare quelqu'un qui lit chaque édition de son journal papier de la première à la dernière page. On fait tous des choix. Puis est-ce qu'il y en a un qui est jamais une priorité de base ou est-ce que ça dépend du contexte? Ça dépend toujours du contexte. Mon objectif, c'est généralement de me demander qu'est-ce qui est le plus utile que je peux faire. Alors, ça, c'est généralement ça qui guide. Il y a pas, j'ai pas de règles plus précises que ça. J'ai pas une espèce d'organigramme où je décide de faire du local avant de l'international ou quoi que ce soit du genre. Une des raisons pourquoi ça m'intéressait de pouvoir faire cette entrevue, c'est parce que moi-même, ce domaine-là de l'info-influenceur m'a beaucoup interpellé, surtout quand les débuts d'Elle explique ou quand j'ai découvert Hugo Décrypte. Cette façon de parler d'information, mais en ligne, directement avec les gens, m'avait assez intéressé. Puis j'ai une affaire qui justement qui m'intéresserait à long terme serait de pouvoir construire un peu comme Hugo Décrypte, mais pour le Québec, un média, pas info-influenceur, mais journalistique pour les réseaux sociaux et construire tout ça. Ma question serait donc à tous les jeunes qui aimeraient aller justement dans le domaine large du journalisme, vous ne qualifiez pas journaliste, mais le domaine large de l'information, est-ce que vous conseillerez votre parcours? Non. Non. Mais moi, mon parcours, je veux dire, moi, j'ai pas de formation journalistique. Comme c'est généralement le cas pour toute nouvelle technologie, pour tout nouveau développement, les premiers à rentrer le font un peu en mode exploratoire. Euh, Parce que ça n'existe pas. Tu sais, un jour, c'est inévitable. Il va y avoir une formation pour les médias sociaux. Ça va être possible d'aller au cégep, à l'université, faire un DEC ou un bac en communication sur les médias sociaux. Mhm. Présentement, c'est pas encore possible. Je pense qu'il y a déjà des débuts de gens qui commencent à faire ça d'ici et là. Mais ça veut nécessairement dire que les premiers à rentrer dans ce monde-là, c'est des gens qui n'ont pas de background là-dedans. Euh, mais rendu où on est aujourd'hui, je crois que quelqu'un qui veut se faire sa place là-dedans euh, devrait surtout avoir quelque chose à apporter qui est plus que j'ai la capacité de lire et résumer les nouvelles ou j'ai du temps à mettre à faire du montage. Ce qui semble surtout fonctionner maintenant, c'est des voix qui ont quand même une certaine connaissance particulière, une certaine expertise. Et ce que j'encourage aux gens à faire, c'est développer votre expertise qui va être intéressante pour le public en premier et travailler vos capacités de communication sur les médias sociaux en parallèle ou après. Euh, pour le moment, on en est là. Est-ce que dans 5 ans, ça va encore être ça la réalité? Je sais pas. Malgré que vous n'êtes pas journaliste, vous avez souvent parlé du côté de la légitimité, de la façon que vous présentez l'information. Est-ce que vous, et puis vous venez justement de dire, c'est mieux d'avoir une bonne base, de bien savoir comment se présenter, bien savoir connaître son sujet, bien comprendre, être capable de savoir comment présenter son sujet puis de le comprendre. Comment est-ce que vous avez construit cette légitimité-là ou que vous vous sentiez légitime de parler de ces sujets-là? Ma première chose, je parle pas de n'importe quel sujet, là. Par exemple, c'est assez rare que j'aborde le sport parce que je suis même pas capable de nommer le premier trio du Canadien présentement. Euh, Dans les sujets que j'aborde, je veux dire, on parle de droit, ben, j'ai une formation en droit. On parle d'économie, j'ai une formation en économie. On parle souvent de sujets sociaux, ben, j'ai une maîtrise en philosophie des sciences sociales. Alors, je me limite plutôt à des sujets que je sens avoir pas nécessairement une expertise, mais au moins une spécialisation. Euh, et puis le reste, je pense, c'est beaucoup juste une question de confiance. C'est une des choses que je répète le plus souvent possible aux gens, c'est première fois que j'ai pesé sur le bouton télécharger, j'ai pas demandé la permission à personne. Et vous n'avez pas besoin de la permission. À la limite, si ce que vous dites, ça n'a pas de bon sens, les gens vont vous le dire assez vite. Donc, selon vous, c'est un peu votre propre opinion. Vous avez jugé que c'était rendu, vous étiez capable d'en parler, puis vous l'avez fait.
Oui, oui. Puis, je veux dire, fondamentalement, c'est pas le différent qu'il y a n'importe qui d'autre qui décide de s'asseoir devant une caméra ou un micro puis parler, là. Euh, je sais que le sentiment d'imposteur est commun, je le ressens aussi, mais il faut prendre responsabilité pour ses choix, il faut prendre responsabilité pour son rôle social et ne pas prendre la parole est un choix aussi. L'année passée, vous êtes interviewé par Jean-Alain Dufort, l'animateur d'Infoman. Oui, Vous lui avez proposé un peu en blague de le remplacer pendant la semaine dans je suis son pas mal sûr que émission. c'est une blague, en effet, là. Mais est-ce que ce genre de format, où est-ce que vous pourriez parler de l'actualité, mais avec une équipe derrière, dans un format pas journalistique, mais comique avec une base, est-ce que ça vous intéresserait peut-être à long terme? Je suis pas quelqu'un de drôle. Alors, ce serait un peu difficile. Euh, et je veux dire, j'ai déjà été invité à avoir un micro à la radio, par exemple, ou à participer de façon plus permanente à des émissions de télévision, ce genre de choses-là. Euh, j'ai un blocage à ça. En premier, je suis de nature quelqu'un qui porte très mal le fait de se faire dire quoi faire par quelqu'un d'autre. Alors ça, je suis pas contre l'idée, là, tout le monde est obligé de travailler avec des autres, puis ça veut dire que des fois, on se fait dire quoi faire, et c'est correct. Mais j'aime pas ça. Alors j'essaie de le faire moins que plus. Puis l'autre chose, c'est, je veux dire, pendant très très longtemps, c'était un hobby, ce que je faisais. Je veux dire, c'était pas ma job, j'avais un autre emploi, autre chose, alors je voulais pas que ça devienne ma job non plus. J'étais encore très inconfortable avec le fait que c'est mon métier maintenant parce que ça change ma relation à ça. Et je me sens pas tout à fait prêt à explorer l'idée de faire ça de façon formalisée dans un cadre un peu plus rigide avec une équipe qui dépend de moi. Ça, c'est tous des sources de pression additionnelles qui, je pense, pourraient à long terme dénaturer un peu ce que je fais. Alors, je fais attention. OK. Donc, c'est pas l'objectif en ce moment, mais vous avez quand même un intérêt pour ce que C'est- vous faites. Ouais. C'est pas l'intention d'arrêter bientôt de parler des informations, juste pas de le rendre dans ce format-là. Ouais, c'est ça. Je me vois pas devenir animateur d'une émission de télé ou quelque chose comparable sur YouTube avec, pas pour l'instant. Peut-être un jour, si le bon projet se présente, si je continue à évoluer dans mes réflexions, mais pour l'instant, je me vois pas faire ça. OK. Génial. C'est le tour des questions que j'avais pour vous. Donc, merci beaucoup, Farnell. Merci, c'est très, très gentil de m'avoir invité. J'ai une grande inspiration dans ce que vous avez fait quand vous avez commencé pour la façon que vous présentez les choses. C'est sûr que pour moi qui ai envie d'aller plus tard en journalisme, de voir que du monde qui s'adapte beaucoup plus aux jeunes ou alors au format que les jeunes regardent, j'ai trouvé ça bien, surtout qu'on l'a mentionné plus tôt, Radio-Canada qui n'est pas encore rendu à ce point-là, qui essaye des choses mais qui n'est pas encore rendu aussi loin. Donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir que vous faites ça. Puis c'est sûr que c'est pas ma source d'information. Je pense que vous l'avez répété à plusieurs reprises. C'est pas une source d'information principale, mais vous êtes une bonne référence dans la façon que vous présentez des sujets, des réflexions, puis votre opinion avec votre analyse des situations. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites, puis merci d'avoir pris le temps de faire cette entrevue. Merci à vous, j'apprécie, puis si jamais je peux être utile à l'avenir, n'hésitez pas. Merci.